Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. La signalisation m'annonce une présence et une traversée possible d'animaux sauvages. Ces animaux sont imprévisibles et risquent à tout moment de traverser la route. Néanmoins, ralentir n'est pas vraiment une solution étant donné le caractère exceptionnel de ce problème de jour. Je reste très vigilant en observant les bas-côtés afin d'essayer d'anticiper sur une présence d'animaux. Il y a une incidence sur la consommation de carburant si je circule avec les vitres ouvertes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je transporte mes bagages sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Petit piège avec les vitres. En roulant, l'air oppose une résistance à la progression du véhicule. Ainsi, circuler vitre baissée crée des turbulences et augmente la consommation de carburant. Il en est de même lorsque je transporte des bagages sur le toit. Il est donc préférable de les transporter dans le coffre ou dans une remorque basse. Et je règle les aérateurs pour rafraîchir l'intérieur de l'habitacle plutôt que d'ouvrir une vitre. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je marquerai obligatoirement l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce une intersection à 150 mètres où je devrais céder le passage à tout véhicule circulant sur la chaussée abordée, qu'il vienne de la gauche ou de la droite. Pour une présignalisation de stop, nous aurions un panonceau stop à 150 mètres. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dès que j'aperçois un panneau triangulaire, je suis tenu d'adapter ma vitesse et en particulier de ralentir si nécessaire. Et si la chaussée ne devient glissante qu'en cas d'arrosage de la végétation, le carrefour giratoire, lui, est toujours présent. Ici, on m'annonce un carrefour à sens giratoire où je rencontrerai un panneau de céder le passage. Cependant, lorsque je serai sur l'anneau, les usagers venant de droite devront me céder le passage. Dans un embouteillage, la consommation de carburant de mon véhicule peut augmenter de 20%, réponse A, 50%, réponse B, 70%, réponse C, 100%, réponse D. Le fait de laisser tourner le moteur au ralenti ou de faire de multiples démarrages-arrêts est très gourmand en carburant. La consommation de mon véhicule peut ainsi doubler. Il vaut mieux, si les arrêts à l'intérieur de l'embouteillage excèdent 20 secondes, couper le moteur. Les feux viennent de passer au vert. Pour franchir cette intersection, j'effectue un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les feux sont au vert. L'autre axe de circulation est donc au rouge. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'effectuer un appel de feu. De plus, je risquerais de gêner inutilement les usagers venant en face. À 100 mètres, je devrais obligatoirement marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un stop à l'intersection située à 100 mètres. Je dois obligatoirement marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée qui est délimitée par une ligne d'effet. Puis je cède le passage aux usagers se présentant sur l'axe principal. Une voiture particulière doit être équipée au minimum de 2 rétroviseurs extérieurs. Réponse A. D'un rétroviseur intérieur. Réponse B. D'un rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. Une voiture particulière doit être équipée au minimum d'un rétroviseur extérieur gauche et d'un rétroviseur intérieur. Le rétroviseur extérieur droit, bien qu'il soit maintenant monté d'origine sur la plupart des véhicules, est facultatif, sauf pour les véhicules commerciaux et pour les véhicules break, ou si je tracte une caravane par exemple. Les véhicules sont à l'arrêt. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise l'avertisseur lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi avertir? Utiliser l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Et utiliser l'avertisseur lumineux ne servirait à rien. Je patiente donc tranquillement en attendant que la situation se débloque. Un témoin rouge du tableau de bord vient de s'allumer. Je peux continuer à circuler jusqu'au prochain garage. Réponse A. Je dois m'arrêter immédiatement. Réponse B. Les témoins rouges du tableau de bord alertent le conducteur d'un problème urgent. Cela peut être une surchauffe du moteur, une surcharge ou une décharge du circuit électrique, etc. Si un de ces témoins s'allume lorsque je circule, excepté celui des feux de détresse, je dois m'arrêter immédiatement et, au besoin, faire appel à un garagiste. Pour transporter des skis sur un petit trajet, je les place sur un porte-ski de toit. Réponse A. À l'intérieur de l'habitacle. Réponse B. Des skis à l'intérieur de l'habitacle risquent de dépasser sur la partie avant et de gêner la conduite, sauf dans un véhicule break. Un porte-ski est prévu pour le transport, même pour un petit trajet. Je les attache donc sur le toit. Le tarif du dépannage sur le domaine autoroutier est libre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute sont fixés par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances afin d'éviter les abus. Ils varient en fonction du temps passé par le dépanneur afin de dépanner mon véhicule. Les fournitures sont évidemment à payer en supplément. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération, où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie, plus courante, est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois, en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. J'ai la priorité de passage par rapport aux usagers venant de droite, si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne immédiatement pour me rendre à la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aurai la priorité de passage si je continue tout droit, puisque les usagers venant de la droite rencontrent un cédé le passage. A contrario, si je tourne immédiatement à droite pour me rendre à la station-service, je dois, le cas échéant, laisser passer les véhicules puisque je leur coupe la trajectoire. Je vais devoir céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les carrefours giratoires sont dotés de panneaux de céder le passage. Je devrais donc m'y conformer, mais l'arrêt n'est pas obligatoire si je ne gêne pas lors de mon entrée sur l'anneau. Sur une route très enneigée aux intersections, le régime de priorité est automatiquement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La courtoisie est souvent la règle à appliquer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il arrive parfois que la signalisation disparaisse sous la neige. Cependant, je dois appliquer la règle en vigueur, car les autres usagers ont peut-être un panneau qui leur est visible. En l'absence d'information, je m'attends à devoir céder le passage et éventuellement à faire signe aux autres de passer. Le certificat d'immatriculation doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de changement de domicile. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le certificat d'immatriculation est un document obligatoire permettant d'identifier le véhicule et de le rattacher à son propriétaire. Il doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule ou de changement d'adresse. J'ai l'obligation d'allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque les conditions météorologiques ou la visibilité se dégradent, il devient nécessaire d'être vu. Ici, la route est couverte d'une pellicule de neige fondue et la clarté se situe entre chien et loup. J'ai donc l'obligation d'allumer directement les feux de croisement. Je peux laisser passer le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager à droite doit marquer l'arrêt et céder le passage. Je n'ai pas à le laisser passer. Attention, car si je le fais, l'usager qui me suit risque d'être surpris par mon comportement inadapté. Je continue donc à circuler tout en ralentissant et en surveillant le véhicule blanc ainsi que le comportement de son conducteur. Je circule dans un long tunnel. Cette borne d'appel d'urgence permet de rentrer en contact avec la police ou la gendarmerie. Réponse A. Les pompiers. Réponse B. Les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel. Réponse C. Le SAMU. Réponse D. Dans un long tunnel, la procédure de déclenchement des secours est différente des procédures extérieures. En cas d'urgence dans un tunnel, je dois me rendre dans une niche d'arrêt d'urgence dans laquelle se trouve une borne d'appel d'urgence. Celle-ci permet de joindre les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel qui se chargeront de déclencher les aides et secours appropriés. Ces longs tunnels sont aujourd'hui sécurisés par des équipes internes spécialisées. Si un feu se déclare, je quitte cet abri pour entrer dans un abri sécurisé. On retrouve le facteur vitesse dans les accidents graves à hauteur de 10%, réponse A, de 40%, réponse B, de 70%, réponse C. Vitesse inadaptée à l'environnement, aux conditions de circulation et excès de vitesse par rapport à la règle. On retrouve ce facteur dans 40% des accidents graves de la route. Raison pour laquelle les moyens de contrôle automatique ont été mis en place. Le feu vient de passer au jaune. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au feu jaune, je dois m'arrêter. Oui, mais ce n'est pas toujours possible. Pour répondre correctement, il ne faut pas oublier de regarder dans le rétroviseur intérieur.
Un usager me suit de très près, et si je freine pour m'arrêter, il est probable qu'il n'ait pas le temps de s'arrêter à son tour. Je passe donc afin d'éviter d'être percuté. J'éteins maintenant les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reprends l'accélération. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'attends d'être totalement sorti du tunnel avant d'éteindre les feux de croisement. C'est encore trop tôt ici. Il en est de même pour reprendre l'accélération, car je suis en zone de travaux et des ouvriers se tiennent à proximité. Lorsque je vérifie la pression des pneus, il est bon de vérifier aussi la roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de crevaison, la roue de secours va devoir remplacer la roue à réparer. Elle doit donc être gonflée à la pression la plus élevée des pneus. Je vérifie donc sa pression assez régulièrement car il y a toujours une petite perte dans le temps. Au rond-point, je devrais m'arrêter obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux éventuels cyclistes venant de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de danger m'informe qu'à 150 mètres, j'aborderai un carrefour à sens giratoire. Avant de m'y insérer, je devrais laisser passer tous les usagers circulant déjà sur l'anneau et venant de gauche, y compris les cyclistes. S'il n'y a personne, je pourrai alors m'insérer sans avoir à m'arrêter. Ici, le vent souffle faiblement. Réponse A. Moyennement. Réponse B. Fortement. Réponse C. Cette manche à air se trouve sur des lieux exposés au vent. Cela peut être un viaduc ou après une colline, par exemple. Plus le manche se dresse à l'horizontale et plus le vent est fort.
Il peut ici s'avérer dangereux pour la conduite en déviant la trajectoire du véhicule. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant à gauche, dans l'intersection, je coupe l'axe des véhicules en face. Je dois alors leur céder le passage. Pour obtenir le permis de conduire, je dois avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au moins 5 dixièmes sur un œil si l'autre est inférieur à 1 dixième. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'acuité visuelle minimale que je dois avoir pour pouvoir obtenir et conserver mon permis de conduire doit être de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. La vue est testée avec correction optique, soit avec les lunettes ou des lentilles de contact par exemple. Dans le cas où une personne est borgne, ou si l'autre œil a une acuité inférieure à 1 dixième, son autre œil doit avoir au minimum 6 dixièmes. Ce panneau losange m'indique que la route est à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et répété tous les 5 kilomètres? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signifie que je circule sur une route à caractère prioritaire. Il est répété tous les 5 kilomètres environ et 50 mètres après chaque intersection. Un accident s'est produit 1 kilomètre derrière moi. Je peux faire des appels lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans certaines circonstances particulières, il peut être utile de communiquer avec les autres usagers. Faire un appel lumineux aux usagers en sens inverse peut les aider à anticiper et ne pas être surpris par un éventuel ralentissement. Après salage, la chaussée est mouillée. L'adhérence est divisée par 2. Réponse A. Le freinage est multiplié par 2. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse C. Le piège est dans les formulations, division et multiplication. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage
parce que l'adhérence est divisée par 2. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur. Je dois utiliser les feux de détresse quand je circule à allure très réduite. Réponse A. Quand je stationne en double file. Réponse B. En cas de ralentissement important quand je suis le dernier de la file. Réponse C. Quand mon véhicule est immobilisé sur la chaussée. Réponse D. Les feux de détresse ne sont à utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Je dois donc les allumer lorsque j'arrive sur un ralentissement et que je suis le dernier de la file. Lorsque je circule à allure fortement réduite ou lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne par exemple. Lorsque je suis en double file pour un simple arrêt, il est bon de le signaler. Mais le stationnement est alors interdit et il est de fait tout aussi interdit d'utiliser les feux pour s'excuser de la gêne. Après un contrôle sur l'axe principal, je peux commencer à me lancer dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule encore sur la bretelle de raccordement, et la voie d'accélération et d'insertion se situe seulement à une bonne centaine de mètres de là. La vitesse raisonnable ne doit pas actuellement dépasser 50 à 60 km/h. Je n'accélérerai franchement que sur la voie d'accélération. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S, inscrites sur le flanc du pneu. Un M pour mud et S pour snow, qui signifie respectivement boue et neige en anglais. Pour sortir en face dans ce rond-point, je serre à gauche sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis autorisé à serrer à gauche que si je sors à gauche par rapport à mon axe d'entrée. Pour sortir à droite ou en face, je reste donc à droite dans l'anneau. J'ai encore le temps de passer au moment où la sonnerie retentit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au moment où les feux commencent à clignoter. Oui, réponse C. Non, réponse D. La sonnerie est en général plutôt entendue par les piétons ou les conducteurs de deux roues, car les véhicules d'aujourd'hui sont bien insonorisés. Mais si on l'entend, on doit alors s'arrêter, car les feux rouges clignotants se déclenchent immédiatement après. Dès le premier signal, je m'arrête. Je me dirige vers la zone artisanale. J'emprunte la voie de stockage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le carrefour est aménagé afin de sécuriser les changements de direction.
Pour tourner à gauche, je vais donc emprunter la voie de stockage visible dans l'îlot de protection. Placé à l'intérieur, je devrais céder le passage aux usagers arrivant en face, avant de couper la voie pour aller vers la zone artisanale. Je peux circuler en feu de position? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération éclairée, l'utilisation des feux de position seuls ou des feux de croisement est indifféremment autorisée. Cependant, il est plutôt conseillé de circuler en feu de croisement afin d'être bien vu, notamment des piétons. Je céderai le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Ces carrefours ont été implantés de façon à rendre la circulation plus fluide. Au niveau du carrefour, j'aurai un panneau de céder le passage et avant de m'engager, je m'assurerai qu'aucun usager ne vienne de la gauche. Les usagers qui entrent à droite doivent me céder le passage lorsque je suis sur l'anneau. Un compte-tours indique la vitesse de rotation du moteur, réponse A, de rotation des roues, réponse B. Le compte-tours indique la vitesse de rotation du moteur. Il a pour rôle d'informer le conducteur si le moteur tourne normalement, en sur-régime ou sous-régime. Des plages idéales de fonctionnement sont précisées par le constructeur. On trouve ces renseignements dans la notice technique. Je dois m'attendre à recevoir un coup de vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. À faire un écart de direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux dépasser les deux véhicules à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. En l'absence de signalisation, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je me dirige à droite. On doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois ici tenir compte de ce panneau réservé aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux effectuer un demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. La limitation de vitesse passe à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me lance immédiatement à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai raté la sortie précédente. Je peux remonter en marche arrière cet accès. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois rejoindre la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque jour en France, le nombre de personnes tuées sur les routes est environ de 3. Réponse A. 6. Réponse B. 12. Réponse C. 24. Réponse D. Je cède le passage au véhicule bleu qui tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux deux véhicules venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. En abordant l'axe routier où circulent ces deux véhicules, je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour me rendre à ici, je me place dans la voie de stockage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conduis une camionnette. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce une école. Réponse A. Un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B.
Une aire piétonne. Réponse C. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Caen est à 22 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, ces balises sont distantes l'une de l'autre d'environ 15 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 150 mètres. Réponse C. Je suis concerné par ce panneau si je circule à bord d'un véhicule de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cet emplacement, si je ne suis pas handicapé, le stationnement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt pour quelques minutes reste toléré. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai besoin de passer un coup de fil. Je peux m'arrêter un court instant à cette place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux viennent de passer au vert. Pour franchir cette intersection, j'effectue un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le portique gris est un indicateur des voies pour des péages spécialisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau conseille d'allumer en plein jour les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis en train d'utiliser les feux de croisement. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. Les feux de brouillard avant. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. Pour m'installer au volant d'une voiture de location, le bon ordre est rétroviseur, ceinture, siège. Réponse A. Siège, ceinture, rétroviseur. Réponse B. Siège, rétroviseur, ceinture.
Réponse C. En cas de panne, je peux franchir la ligne continue et stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour m'informer sur l'enneigement des routes avant de partir, je peux utiliser des sites internet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des numéros d'appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, le vent souffle faiblement. Réponse A. Moyennement. Réponse B. Fortement. Réponse C. J'allume les feux de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette fréquence diffuse des informations sur le trafic. Réponse A. Seulement de la musique douce. Réponse B. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Ce panneau interdit l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une légère fumée sort du capot moteur. Je m'arrête à droite. Réponse A. Je continue jusqu'à l'aire de service. Réponse B. Je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le cric sert à lever le véhicule en cas de crevaison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ce camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour rejoindre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Poursuivre l'itinéraire de substitution. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est bien arrêté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un car déplace beaucoup d'air et le coup de vent sera très sensible sur mon véhicule qui le subira, ce qui engendrera une déviation de ma trajectoire. Du fait que personne derrière moi ne manifeste son intention de me dépasser, je peux dépasser les deux véhicules en une seule fois. Je conserve cependant mon clignotant gauche tout le long de la manœuvre et je reste vigilant vis-à-vis du comportement de chacun des conducteurs. Je me rabats après la voiture rouge en laissant une bonne distance de sécurité. La règle générale précise qu'en l'absence de signalisation, les usagers arrivant à gauche dans une intersection doivent céder le passage à ceux qui arrivent à leur droite. C'est ici le cas pour moi si un usager arrive à ma droite. Lorsqu'il n'y a pas de signalisation d'ordre de passage dans une intersection, c'est la règle générale qui s'impose. Les usagers venant de la gauche doivent céder le passage aux usagers arrivant à leur droite. Si je tourne à droite, les autres usagers arrivant à ma gauche doivent donc me céder le passage, mais je dois tout de même ralentir. A priori, ce panneau ne me concerne pas puisqu'il annonce la fin de la voie réservée aux véhicules lents à 200 mètres. Je dois cependant en tenir compte, car si la voie est supprimée, les véhicules lents n'auront pas encore repris une allure soutenue avant de s'intégrer dans la circulation. La signalisation indique que la circulation devient à sens unique sur une distance de 4,5 km. Sur ce type de route, tout comme sur l'autoroute, je n'exécute pas de demi-tour. Je n'exécute pas non plus de marche arrière car ces manœuvres sont considérées comme dangereuses. Le panneau indique que je sors de l'agglomération et de ce fait, la vitesse va être limitée à 90 km/h. Le panneau de danger un peu plus loin annonce cependant un virage qui doit m'inciter à la sagesse en n'accélérant pas encore franchement pour atteindre les 90 km/h. Ne vous reposez pas sur vos lauriers car en général on vous demande aussi si cela vous coûte des points au permis de conduire. Il est interdit car dangereux de faire demi-tour ou d'exécuter une marche arrière sur une autoroute. Et cela coûte 4 points ainsi qu'une suspension du permis de conduire pendant 3 ans. Le schéma du panneau indique une augmentation du nombre des voies de l'autoroute. Une voie est ajoutée à droite et celle-ci est délimitée par une ligne de voie réservée. Apparemment, elle est réservée aux véhicules lents. Je n'ai pas à l'utiliser sauf si ma vitesse chute sous les 60 km/h. Avec plus de 4200 personnes tuées sur les routes, la France reste un pays où l'insécurité routière est très présente. Ce nombre correspond à près de 12 personnes tuées chaque jour, soit près d'une personne toutes les 2 heures. Le véhicule bleu coupe ma trajectoire pour tourner. Son conducteur doit donc céder le passage. En l'absence de signalisation d'intersection, je dois céder le passage au véhicule venant de droite. Il est probable que le conducteur du véhicule gris me fasse signe de passer du fait qu'il doit céder le passage aux autres véhicules qui arrivent devant moi. Cette intersection n'est régie par aucune signalisation. C'est le régime de la priorité à droite. Les véhicules arrivant sur ma gauche doivent me laisser passer et je dois laisser passer les véhicules arrivant sur ma droite. Ce panneau me donne la marche à suivre pour aller à ici. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite dans une bretelle de dégagement. Attention à ne pas confondre la direction d'ici avec la première direction proposée à gauche. Le PTAC d'une camionnette n'excède pas 3,5 tonnes. Je peux donc continuer tout droit.
Je devrais toutefois être très attentif sur le ralentisseur si je transporte des marchandises. Ce panneau me signale que je vais rencontrer un endroit fréquenté par des enfants. En effet, ce panneau peut être implanté à proximité d'une école, d'un centre aéré, d'une aire de jeu ou d'un stade, par exemple. La signalisation de direction autoroutière est bleue, hormis celle qui signale une sortie. De plus, le cartouche rouge comporte la lettre N pour route nationale. Celle-ci confirme que la route mène à Caen, qui se situe à 22 km. Un passage à niveau est signalé par un panneau de danger accompagné de 3 balises, et celles-ci sont disposées par tiers. En agglomération, ce panneau est positionné à 50 mètres du danger annoncé, ce qui nous fait une quinzaine de mètres environ entre chaque balise. L'accès est interdit à partir du panneau pour tous les véhicules affectés au transport de marchandises, mais seulement ceux dont le poids excède 7,5 tonnes, avec une exception pour les véhicules qui assurent une desserte locale, c'est-à-dire ceux qui doivent livrer d'éventuels commerces. Je ne suis donc pas concerné si je circule à bord d'un véhicule de tourisme ou d'une camionnette. Cet emplacement est exclusivement réservé et spécialement aménagé pour les personnes handicapées. Leur véhicule étant souvent équipé d'installations spécifiques, ces personnes ont besoin de plus d'espace pour s'y installer et en descendre. Même un court arrêt est interdit. Le panonceau placé sous le panneau d'interdiction signale que le stationnement est interdit à gauche et à droite de ce côté de la rue. Il est souvent placé ainsi, face à une rue débouchant de la gauche, ou pour ne pas gêner les piétons. L'effet d'un panneau de prescription porte jusqu'à l'intersection suivante. Cet emplacement est exclusivement réservé aux personnes handicapées. Prendre cette place, ne serait-ce que le temps d'un coup de fil, est interdit. Le panneau de prescription interdit le stationnement des véhicules. La flèche, dirigée vers le bas, indique que cette interdiction est valable avant le panneau. Celle dirigée vers le haut indique que l'interdiction est valable après le panneau. Sauf indication contraire, après la prochaine intersection, je pourrai à nouveau stationner. Les feux sont au vert, l'autre axe de circulation est donc au rouge. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'effectuer un appel de feu. De plus, je risquerais de gêner inutilement les usagers venant en face. Sous ces portiques, il y a toujours une sélection de véhicules pour un mode de péage rapide, à l'aide de télépéage, de cartes bancaires ou encore avec des pièces de monnaie. En général, la hauteur est limitée à 2 mètres, galerie comprise, et les motos y sont interdites. Ce panneau carré, non réglementaire, fait partie d'une expérimentation en cours, et le panneau rond, à fond bleu, à l'intérieur, oblige en quelque sorte les conducteurs à allumer leur feu de croisement en plein jour. Cette opération vise à être mieux vue des autres usagers et ainsi à réduire le risque d'accident. Les témoins allumés au tableau de bord sont les feux de croisement qui sont représentés par le témoin vert, représentant un phare éclairant vers le bas. Les feux de brouillard avant sont représentés par le témoin vert, dont le halo du feu abaissé est traversé par un filet vertical. Les feux de brouillard arrière sont symbolisés par le témoin orange, dont le halo du feu horizontal est traversé par un filet vertical. Pour rappel, les feux de route seraient représentés par un témoin bleu représentant un phare éclairant à l'horizontale. L'installation du conducteur est primordiale afin d'accéder aux commandes et de bien voir autour de soi. Pour m'installer correctement au volant, je commence par régler le siège, puis le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs extérieurs. Enfin, en dernier lieu, j'attache ma ceinture. Cet emplacement est un refuge pour se ranger en cas d'urgence. Ces espaces, qui jalonnent les grands tunnels, sont équipés d'un poste de sécurité comprenant une cabine téléphonique et des extincteurs. En cas de panne, je peux m'y arrêter. Mais en cas de feu, j'évacue à pied le tunnel en empruntant les issues sécurisées.
Il existe divers sites internet qui diffusent des informations très précises et locales. Bison Futé est celui qui dépend des directions régionales de régulation du trafic. Pour ceux qui le souhaitent, il existe aussi des numéros d'appel. Avant d'aborder la montagne, il existe en plus des points d'information locales comme celui annoncé à 150 mètres. Cette manche à air se trouve sur des lieux exposés au vent. Cela peut être un viaduc ou après une colline par exemple. Plus le manche se dresse à l'horizontale et plus le vent est fort. Il peut ici s'avérer dangereux pour la conduite en déviant la trajectoire du véhicule. À la tombée du jour, je dois directement allumer mes feux de croisement. Ici, les feux de brouillard sont inutiles car les conditions atmosphériques sont normales. La brume légère n'est pas du brouillard. Je n'allume pas non plus mes feux de route car il ne fait pas totalement nuit. Les fréquences radio exploitées sur les réseaux autoroutiers servent surtout à donner des informations de trafic aux automobilistes. C'est important pour les avertir d'encombrements ou d'accidents, de telle sorte qu'ils puissent anticiper de forts ralentissements. Ces fréquences diffusent aussi de la musique, mais pas seulement. Une voiture me dépasse sur l'autoroute et il n'y a aucune raison pour que j'intervienne dans sa manœuvre. Je ne dois pas fausser l'évaluation du conducteur en modifiant mon allure. Pour ce faire, ni ralentissement, ni accélération, et je conserve ma vitesse de croisière. Ce panneau interdit seulement le stationnement, mais parfois l'environnement n'est pas propice non plus à l'arrêt. Avant de m'arrêter, je vérifie donc qu'il n'y a pas d'interdiction du fait de l'endroit ou de la gêne que je pourrais causer. En cas de panne, je peux utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Si une fumée sort du capot moteur, cela peut être grave et l'arrêt ne peut pas alors attendre 20 km. Je coupe le contact et allume les feux de détresse. Enfin, je prends soin de placer mes passagers derrière le rail de sécurité, puis je rejoins la borne d'appel la plus proche. D'après la réglementation générale, la vitesse est limitée à 90 km/h sur cette route hors agglomération. Cependant, cette vitesse n'est pas très adaptée à la situation. En effet, le soleil m'éblouit et j'aborde un virage. Pour ces deux raisons, je dois donc réduire mon allure. Lors d'une crevaison, je me gare de manière à me protéger de la circulation. Je choisis un sol dur et stable afin de donner une bonne assise au cric qui va monter le véhicule jusqu'à permettre de changer la roue. Il existe des bombes anti-crevaison qui permettent de se rendre dans le plus proche atelier de réparation. Ce véhicule est arrêté sur la chaussée, probablement pour faire une livraison. Il a ses feux de détresse allumés. Je vais donc être obligé de déboîter et temporairement emprunter la voie réservée aux autobus dans l'autre sens. Je ne peux faire cette manœuvre qu'en ralentissant au maximum pour passer au pas car des piétons sont présents. Dans la voie où je circule, je peux rejoindre l'autoroute vers Agen ou Bordeaux. Cette direction comporte 3 voies et je suis actuellement dans celle de droite. Pour me diriger vers l'itinéraire de substitution S1, je dois regagner la sortie 33B en me plaçant dans la voie la plus à droite. Ce véhicule est incorrectement placé, à la fois pour s'arrêter ou pour stationner, et ceci pour deux raisons. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur le trottoir, car c'est une zone réservée à la circulation des piétons. Et par ailleurs, il existe une voie réservée au cycle, une bande cyclable sur la chaussée, sur laquelle empiète ce véhicule. Et là aussi, l'arrêt et le stationnement ainsi que la circulation sont interdits. Après avoir dépassé le cyclomoteur, je dois revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le dépassement est pour moi autorisé par ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule de pompier circule à allure lente. Il est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux continuer le dépassement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle latéral d'au moins 50 cm. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les usagers arrivant en face devront me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule d'entretien de la voirie est à l'arrêt. Je dois céder le passage à la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue de dépasser ce premier camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le deuxième camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour nous croiser, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour laisser passer cet usager, je m'arrête sur l'herbe. À droite, réponse A. À gauche, réponse B.
Il n'y a pas de rue à ma gauche. La rue à droite perd automatiquement sa priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour des raisons de disponibilité de place, le stationnement sur une aire de repos est limité à 15 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'entre dans une zone où le stationnement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse de ma file est stabilisée à 70 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le permis probatoire oblige l'apposition du A durant 1 an. Réponse A. 2 ans. Réponse B. 3 ans. Réponse C. Pour aller à Marseille, je reste dans ma voie. Réponse A. Je peux me placer dans la voie du milieu. Réponse B. Je peux me placer dans la voie de gauche. Réponse C. Pour m'arrêter en toute sécurité, j'actionne mes feux stop avant de freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à gauche. Je me place dès maintenant dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais m'arrêter au feu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Au rond-point, je devrais céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter avant d'entrer sur l'anneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. À la fin de la bande cyclable, les cyclistes doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur le boulevard périphérique à Paris. Je dois céder le passage aux usagers qui s'insèrent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais en direction de l'aéroport de Mérignac. Je circulerai sur un itinéraire européen. Réponse A. Un itinéraire de délestage. Réponse B. Un itinéraire important. Réponse C. Un itinéraire de localité proche. Réponse D.
Le marquage au sol est permanent. Réponse A. Temporaire. Réponse B. Je peux m'arrêter sur l'emplacement de gauche afin de consulter ma carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les fourgonnettes blanches sont en infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je souhaite stationner à droite. J'attends un instant ici même. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner dans cette agglomération, je tiens compte des numéros des maisons et de la date du jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois utiliser un disque de contrôle horaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette zone industrielle, je peux stationner durant 1 jour. Réponse A. 7 jours. Réponse B. 10 jours. Réponse C. Pour m'arrêter à droite, je me range plutôt sur la partie herbeuse. Réponse A. Sur la partie dure derrière la ligne de rive. Réponse B. Le stationnement est abusif après 2 jours consécutifs. Réponse A. 6 jours consécutifs. Réponse B. 10 jours consécutifs. Réponse C. En cas d'accident sur l'autoroute, je peux prévenir les secours à l'aide des bornes d'appel d'urgence placées tous les 2 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'aide de mon téléphone portable en composant le 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. La différence de profondeur des rainures sur les pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieure à 0,5 mm. Réponse A. 1,6 mm. Réponse B. 5 mm. Réponse C. 16 mm. Réponse D. Les feux de route doivent éclairer au minimum à 100 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B.
Ce miroir est un indice qui peut m'informer sur la présence d'une entrée de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. La partie manquante de cette attestation est déposée sur le tableau de bord. Réponse A. Sur le pare-brise du véhicule. Réponse B. Sur la fourche d'une moto. Réponse C. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il contribue au réchauffement climatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. La température est très négative. Ici, la distance de freinage est la même que sur sol sec. Réponse A. Est doublée par rapport au sol sec. Réponse B. Est beaucoup plus longue que sur sol humide. Réponse C. Réduire la vitesse permet de réduire la pollution par les gaz carboniques. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pollution sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour m'arrêter dans une zone 30, j'ai besoin de 4 mètres. Réponse A. De 12 mètres. Réponse B. Bien que la circulation soit chargée, elle n'est pas vraiment établie en file. J'aurai suffisamment d'espace pour me rabattre, tout en laissant les distances de sécurité. Ce panneau de prescription interdit le dépassement pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Je suis donc autorisé à dépasser. J'attends toutefois que l'usager qui me suit se soit décidé à me dépasser, car c'est ce qu'il semble faire pour me serrer autant. Bien que je sois prioritaire à la prochaine intersection, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La ligne de dissuasion autorise uniquement le dépassement des véhicules très lents. De plus, la visibilité à l'avant est mauvaise, car j'approche d'un sommet de côte. Pour le moment, je reste donc où je suis. Lorsque je serai de l'autre côté de ce sommet de côte, si la signalisation me le permet, et si toutes les conditions de sécurité sont réunies, je pourrai alors dépasser ce véhicule. Ce véhicule de pompier est un véhicule prioritaire, tout comme ceux de la police, de la gendarmerie, des douanes, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'il utilise ses avertisseurs spéciaux sonores et ou lumineux, je dois lui céder le passage. Et en cas de besoin, je dois même m'arrêter ou ralentir pour lui permettre de me croiser ou de dépasser. Même s'il utilise ses avertisseurs, il n'est pas interdit de le dépasser si je ne gêne pas sa progression.
Bien que ce cycliste circule dans une voie qui lui est réservée, je devrais laisser, pour le dépasser, un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Le clignotant n'est pas obligatoire en présence de la voie réservée, mais comme je peux cacher ce cycliste aux usagers qui me suivent, j'allume malgré tout mon clignotant pour leur signaler sa présence. Mais je laisse d'abord passer l'usager en face. L'obstacle à la circulation n'est pas de mon côté. Les usagers arrivant en face devront donc me céder le passage. Je ralentis cependant car le virage cache la visibilité et il peut y avoir des ouvriers sur le chantier mobile. Le croisement est rendu difficile par la présence du véhicule de voirie qui est à l'arrêt pour effectuer des travaux. C'est au conducteur qui a l'obstacle dans sa voie de circulation de céder le passage à celui dont la voie est libre. Dans cette situation, je ralentis pour assurer la sécurité des ouvriers et je passe. Attention, il ne faut pas oublier de regarder dans les rétroviseurs et surtout le coin du rétroviseur. Sinon, on tombe dans le piège, car le marquage au sol et le sens unique m'autorisent à dépasser. Avant de prendre la décision de dépasser, je m'assure toujours que je peux le faire sans danger. En observant dans le rétroviseur intérieur, je me rends compte que des véhicules arrivent sur la voie de gauche. Elle n'est pas libre. J'attends pour dépasser. Apprécier les distances pour dépasser est difficile, mais il existe des indices à relever. La signalisation annonce la réduction du nombre de voies à 400 mètres. Ces 400 mètres sont suffisants pour ce premier dépassement. Mais le temps de rejoindre l'autre camion, qui n'est plus qu'à 200 mètres de la réduction, au niveau de la répétition du panneau de réduction, j'arriverai à la première flèche de rabattement à droite. Je ne peux dépasser que le premier camion. La route, bien que peu large, permet un croisement facile. Il faudra cependant toujours jouer la prudence lorsqu'on se croise, et de ce fait répondre qu'il est nécessaire de ralentir. En effet, l'usager en face me donne une information de position. Il serre à droite. J'en fais autant et je ralentis. Attention, le véhicule garé à gauche est en stationnement. Le conducteur s'est placé en dehors de la chaussée. Pour ma part, je dois m'arrêter en serrant au mieux le bord droit sur l'herbe afin de ne pas obliger celui qui monte à s'arrêter. Il passera à son tour en roulant sur l'herbe. Attention aux divers tracés des intersections. Elles peuvent être en T, en Y ou encore en X. Les règles de passage ne changent pas au gré des infrastructures. Tout usager arrivant à ma droite passe avant moi lorsqu'il n'y a pas de panneau d'intersection imposant une règle spécifique. Je dois donc ici céder le passage à un usager qui se présenterait à ma droite. Lorsque je parcours de longs trajets en véhicule, je dois régulièrement m'arrêter, environ toutes les 2 heures, durant un minimum d'1 quart d'heure afin de me reposer. En effet, sur autoroute, un accident mortel sur 4 est dû à la fatigue. Il n'y a pas de durée maximale de stationnement sur les aires de repos. Si je suis trop fatigué et que j'ai besoin de dormir plusieurs heures, je peux le faire sans problème. Il est en effet préférable de perdre quelques heures pour se remettre en forme que de perdre sa vie et éventuellement celle des autres en circulant fatigué. Ce panneau est une sortie de zone et non pas une entrée de zone. Avant lui, le stationnement est réglementé, donc autorisé. En effet, celui-ci est jusqu'ici limité dans le temps et payant. Les panneaux qui indiquent une entrée de zone sont différents. À 70 km/h, je parcours en 1 seconde environ 20 mètres. La distance de sécurité de 2 secondes est donc de 40 mètres. Si l'on tient compte du marquage de la bande d'arrêt d'urgence, soit un espace et un trait, il y a bien 50 mètres et ma distance de sécurité est suffisante. Je n'ai donc aucune raison de ralentir, d'autant plus qu'un véhicule est en train de me dépasser, visible dans le rétroviseur. Tous les permis de conduire passés à partir de mars 2004 sont des permis probatoires. Le conducteur est alors soumis aux limitations de vitesse spécifiques et doit apposer le disque A durant 3 ans. Même si le panneau bleu indique que les 3 voies permettent de suivre la direction de Marseille, je dois continuer de circuler dans celle de droite, sauf si j'effectue un dépassement. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende.
J'entre en agglomération et je vois au loin un feu au rouge. Derrière moi, le conducteur ne garde pas une distance de sécurité suffisante. J'actionne donc une ou deux fois les feux stop avant de commencer à freiner pour m'arrêter. Je me situe au début de la voie de stockage permettant de tourner à gauche. Je me place dès maintenant. Le feu rouge concerne toutes les voies de circulation. Je dois donc m'arrêter. Avant d'aborder le carrefour giratoire annoncé par ce panneau, je regarde si les véhicules sont déjà engagés sur l'anneau. Le cas échéant, je m'arrêterai pour leur céder le passage. Si la voie est libre, je ne m'arrête pas, mais je m'insère tranquillement. À la fin d'une voie réservée, les usagers de celle-ci doivent céder le passage avant de revenir sur les autres voies normales de circulation. Le panneau de céder le passage concerne donc ces usagers et non pas moi. En règle générale, les usagers qui s'insèrent sur un grand axe de circulation ont une signalisation afin de céder le passage à ceux qui y circulent déjà. Mais sur le boulevard périphérique parisien, aucune signalisation n'indique la règle de priorité à appliquer aux intersections. Je dois donc céder le passage à droite. En prenant la direction de l'aéroport de Mérignac, je circulerai sur un itinéraire important. Les panneaux à fond vert désignent les itinéraires en direction des villes importantes. Les panneaux à fond blanc désignent les itinéraires de proximité. Un itinéraire européen est surmonté d'un cartouche vert et un délestage est à fond jaune. Je circule actuellement dans un endroit où il y a des travaux. Je le vois grâce au marquage au sol et aux blocs de béton placés pour séparer la chaussée. Comme les marques au sol sont jaunes, c'est qu'elles sont temporaires. Elles seraient permanentes si le marquage était blanc. Hors agglomération, il est autorisé de stationner sur l'accotement de gauche quand il n'y a pas de place à droite. Cependant, l'emplacement de gauche est un arrêt d'autobus et je ne peux ni m'y arrêter ni stationner. De plus, stationner à contresens dans cette situation serait dangereux, car pour repartir, la visibilité est mauvaise à cause du sommet de côte. Aucune signalisation ne m'indique si je circule dans une rue à sens unique ou dans une rue à double sens de circulation. Cependant, en regardant dans mon rétroviseur intérieur, j'aperçois les feux arrière d'un véhicule. De plus, deux fourgonnettes sont stationnées à contresens. Tous ces éléments m'indiquent que la circulation s'effectue dans les deux sens. Ces fourgonnettes sont en infraction car, en agglomération, sauf indication contraire, le stationnement est seulement autorisé dans le sens de circulation. Avant de m'engager dans l'espace libre, je vais dans un premier temps attendre ici, afin de comprendre ce que désire faire le conducteur de la camionnette. En effet, les feux de recul sont allumés, ainsi que les feux de détresse. Il a donc enclenché la marche arrière pour reculer, et il souhaite peut-être se ranger dans l'espace libre, et dans ce cas, je dois le laisser entrer pour stationner. Attention à ne pas oublier une information donnée par ce panneau de zone. Il y a des chiffres et un symbole. J'entre dans une agglomération où le stationnement s'effectue par alternance semi-mensuelle. Pour savoir de quel côté stationner, il faut en effet tenir compte de la date et des numéros des maisons. Mais la durée horaire est aussi limitée, comme l'indique le symbole du disque, dont je dois me servir en le plaçant derrière le pare-brise. La question est facile, mais attention au piège. On ne vous interroge pas sur la limite de durée de stationnement, mais on vous propose plusieurs durées sur lesquelles on vous demande si c'est possible. La limite étant fixée à 7 jours avant que le stationnement ne devienne abusif, les deux premières propositions sont bonnes, mais pas la dernière. Apprenez à reconnaître les lieux et les aménagements. Sur le bord droit de la chaussée, l'accotement est aménagé en dur. Ce n'est pas spécialement conçu pour permettre le stationnement des véhicules tout du long. Cette partie a été plutôt aménagée afin de permettre aux cyclistes de circuler à l'écart de la circulation. Je me garde donc le plus possible sur la partie herbeuse afin de laisser libre le passage.
Le piège, c'est que la bonne réponse n'est pas précisée. Le stationnement abusif est caractérisé par l'immobilisation d'un véhicule au même endroit durant plus de 7 jours consécutifs. Jusqu'à 6 jours consécutifs, ce n'est donc pas encore abusif. En cas d'accident sur l'autoroute, je peux prévenir la police ou la gendarmerie à l'aide des bornes d'appel d'urgence situées tous les 2 km. Je peux également utiliser mon téléphone portable en composant le 112, mais la borne orange reste le moyen le plus direct et le plus efficace. C'est celui qu'il faut utiliser en priorité afin d'être immédiatement localisé. La différence de profondeur des rainures sur les pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieure à 5 mm. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est nécessaire de changer les 2 pneus d'un même essieu en même temps. Les pneus neufs se montent à l'arrière. Les 2 feux de route émettent une lumière blanche ou jaune et doivent éclairer à 100 mètres au minimum. Je dois penser à vérifier leur réglage chaque année et à nettoyer régulièrement les optiques. Que vient faire ici un miroir? Les autres usagers n'ont qu'à faire attention. Mais on peut toujours faire preuve d'une grande prudence et ne pas disposer d'une parfaite visibilité pour manœuvrer. Ce miroir doit éveiller ma curiosité et m'obliger à regarder s'il ne montre pas un usager en attente. En présence de quelqu'un, je dois immédiatement ralentir car il peut s'agir d'une propriété ou d'une intersection. L'attestation d'assurance est composée de 2 parties, l'une qui reste avec le certificat d'immatriculation du véhicule et qui doit être montrée lors d'un contrôle routier. L'autre partie, celle qui a été découpée en haut à gauche, c'est la vignette. Elle doit être glissée dans la pochette transparente collée en bas à droite du pare-brise du véhicule. Le piège de la question, c'est que vous devez savoir où cette vignette doit être apposée si votre véhicule est une motocyclette. Elle doit être collée sur la fourche ou sur le guidon. Eh oui, c'est pourtant vrai. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre et il contribue au réchauffement climatique. Je peux contribuer à la baisse de pollution en réduisant ma consommation de carburant. L'éco-conduite est un mode de conduite plus souple, plus calme et sans à-coups qui a aussi pour effet de diminuer les risques d'accident. Attention à la précision apportée dans la question. Elle est à mettre en relation avec la condition hivernale visible. Si l'on précise que la température est très négative, c'est pour insister sur le fait que ce qui brille au sol n'est pas de l'eau mais peut-être de la glace. La précision est importante, car après salage, la neige fond en eau, et l'on pourrait ici confondre. Ici, la distance de freinage est à multiplier par 10 si je ne suis pas équipé de pneus thermogomme. Les pneus spéciaux réduisent un peu cette distance. Attention, il n'existe pas que la pollution due au gaz d'échappement. N'oubliez donc pas de répondre aux autres propositions. En diminuant la vitesse, j'économise du carburant, mais pas que cela. Je diminue en effet la production de gaz carbonique, mais aussi le bruit, raison pour laquelle, à proximité d'habitations, on trouve de plus en plus des murs anti-bruit, comme ici, associés à une limitation de vitesse. J'économise aussi mon moteur et les pneus. En fait, le véhicule est le conducteur. Attention aux mauvaises impressions. On oublie souvent d'inclure le temps de réaction dans la distance d'arrêt, et l'on ne retient que le court freinage qui s'ensuit. Le temps de réagir, j'ai parcouru 8 mètres et il me reste encore à freiner sur 4 mètres, soit, en tout, une bonne douzaine de mètres. Je m'arrête tout juste au niveau du ralentisseur.